Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue. On laisse quelques secondes le temps que tout le monde arrive et rentre dans la salle du webinar. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un webinar extrêmement intéressant dédié à cette profession de la production audiovisuelle. Qu'on commence à bien connaître parce qu'on a eu l'honneur d'accueillir une société de production dans nos bureaux qui a tourné un film pendant quelques jours dans ce bureau et qui va apparaître en septembre. On aura l'occasion de voir. Voilà, donc on connaît bien et on travaille beaucoup aussi dans ce milieu avec nos clients. Voilà, donc Alexis va me donner le go quand on peut commencer. On peut y aller. Donc, production audiovisuelle, protégez vos créations par le droit de la propriété intellectuelle. Juste un petit mot d'introduction pour vous présenter le cabinet Dreyfus. On est un cabinet de conseil en propriété industrielle. Donc, c'est une profession qui fait partie de la profession du droit, avec un ordre, une déontologie et des règles d'indépendance, de confidentialité. Et chez Dreyfus, on a une expertise qui est dédiée à toute la propriété intellectuelle, mais avec une connotation vers le digital. Notre ADN, c'est vous protéger dans le monde virtuel autant que dans le monde réel. Donc, on a au cabinet des compétences transverses, à la fois des juridiques, des conseils en propriété industrielle, des avocats, mais également techniques, parce qu'avec cette notion d'Internet, on a besoin de compétences en informatique. On essaye d'avoir une vision à 360 degrés de la propriété intellectuelle, avec une expertise pointue et personnalisée. Vous n'avez pas de son? Je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de son, qui me dit. Est-ce que vous m'entendez? Alexis, on m'entend? Oui, moi je vous entends très bien. Ah, alors c'est peut-être quelqu'un qui… oui, on nous entend, excusez-nous. Donc notre expertise, c'est la propriété intellectuelle au sens large, les marques, les dessins et modèles, les droits d'auteur, les brevets, les obtentions végétales. On s'occupe de tout dans la propriété intellectuelle, les contrats, les contentieux, le pré-contentieux. On a aussi une expertise dans les nouvelles technologies, les noms de domaine et les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire sur la production audiovisuelle, nous avons le plaisir d'avoir Lisa Urbain, Alexis Baya et Floriana Salem, qui sont juristes spécialisés en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies. Alors, ce webinaire, il se divisera en 3 parties. La première partie, elle sera consacrée à l'interaction entre la production audiovisuelle et la propriété intellectuelle. Notre deuxième partie, elle sera consacrée à comment établir une stratégie de protection de marque, y compris sur Internet. Et enfin, notre dernière partie, ce sera une foire aux questions. On détaillera quelques questions qu'on peut se poser. Donc, la première partie, à savoir l'interaction entre production audiovisuelle et la propriété intellectuelle. Donc, le Code de la propriété intellectuelle, il vient définir les œuvres audiovisuelles comme des œuvres d'esprit. Et ils disent que les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non sont des œuvres d'esprit. Donc, on constate que la protection de ce type d'œuvre en droit français, elle est assez étendue, puisqu'on peut protéger une œuvre télévisuelle, un journal filmé, un défilé de mode, un reportage, les personnages ou les titres d'un film. Pour protéger son œuvre audiovisuelle, il y a 2 types de protection qui sont envisageables. Donc, on a le droit d'auteur et le droit des marques. On commence par le droit d'auteur. Et donc, il y a quelques chiffres qui sont assez intéressants. Donc, selon le rapport conjoint de l'Observatoire européen de l'audiovisuel et de l'EIPO en date de 2017, il y a 76% des films de cinéma qui sont protégés par le droit d'auteur. Le statut vis-à-vis des droits d'auteur, il est toutefois incertain pour 23% des films. Les œuvres orphelines, elles représentent 8% des collections de films de cinéma. Et enfin, les films de cinéma indisponibles dans le commerce, ils représentent au moins 39% de tous les films de cinéma. Se pose la question maintenant de savoir à qui appartiennent ces droits d'auteur. Donc, le statut des films de droits d'auteur, il est assez complexe puisque les institutions, elles ne possèdent pas nécessairement les ressources nécessaires
pour vérifier au préalable la catégorie à laquelle un titre donné appartient. Donc, le statut d'une œuvre cinématographique vis-à-vis des droits d'auteur, il va être étudié au cas par cas, souvent après réception d'une demande de projection. Donc, on a des difficultés à identifier une œuvre orpheline, à déterminer si une œuvre cinématographique, elle est indisponible dans le commerce ou pas. Et une fois que le statut d'un film vis-à-vis des droits d'auteur, il a été clarifié, l'acquittement des droits d'auteur, il reste tout de même difficile, souvent parce qu'on a des difficultés pour identifier les titulaires de ces droits en l'absence d'une source centralisée d'informations sur ce droit. Mais la question principale est de savoir qui est l'auteur de l'œuvre. L'auteur de l'œuvre, en la qualité d'auteur de l'œuvre audiovisuelle, là où les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre sont présumées, sauf preuve contraire, co-auteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur de composition musicale aussi, avec ou sans parole. Le droit d'auteur, en quelques mots, c'est protéger sans aucune formalité. La condition principale est l'originalité de l'œuvre. Le droit d'auteur en France est très protecteur et va durer 70 ans post-mortem de l'auteur. Les conditions de protection du droit d'auteur diffèrent d'un pays à l'autre dans l'Union européenne et dans le monde entier. On a dit très important de prouver l'originalité, mais aussi la difficulté du droit d'auteur. Le droit d'auteur s'applique automatiquement si l'œuvre est jugée comme étant originale. Le risque, c'est que l'appréciation du juge... Est-ce que vous entendez vos micros en mute parce qu'il y a un écho, s'il vous plaît, il y a une personne Mme Rouget, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Parfait. Je sais, la difficulté de la preuve de l'originalité, c'est que le risque est l'appréciation souveraine du juge, qui est libre de reconnaître ou non l'originalité. L'appréciation de l'originalité d'une œuvre audiovisuelle est faite selon la mise en image, l'enchaînement des séquences et l'enchaînement des plans, le cadrage, l'éclairage, la mise en scène et le choix esthétique aussi. Après, on va parler de jeux vidéo. Pourquoi? Le jeu vidéo est une œuvre complexe, comme elle a été définie par la cassation dans l'affaire Siro, mais complexe parce qu'il y a plusieurs éléments du jeu vidéo qui ont un régime distributif en termes de droit. Un régime distributif, ça veut dire que chaque élément du jeu est soumis à un régime de protection propre à sa nature. Par exemple, la titularisation des droits sur différents éléments du jeu, le droit sur les logiciels intégrés aux jeux vidéo réserve droit à l'employeur s'il a été développé par des salariés. Ou encore, les éléments audiovisuels feront l'objet d'une cotitularité entre les différents co-auteurs. Les droits sur la musique, ou par exemple les personnages, ils pourront revenir à leurs auteurs ou à leur auteur, soit à la personne qui a l'initiative de cette création s'il s'agit d'une œuvre collective. Et nous allons aborder les étapes essentielles qui seront détaillées dans les prochains slides de la protection de l'œuvre audiovisuelle. Tout d'abord, comme on a dit, il faut identifier l'auteur ou les co-auteurs de l'œuvre, mesurer l'étendue de droits, Internet, Catch-up TV et produits dérivés, et prévoir les contrats d'exploitation, c'est très important, la cession de droits, par exemple, et voilà, on va voir la suite. On va voir maintenant la protection par le droit de marque. Il y a plusieurs conditions à remplir à ce titre-là. Il faut que la marque soit distinctive, licite et disponible. En ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les titres de séries, de films ou encore d'émissions de télé qui pourront faire l'objet d'une protection par ce droit de marque. Il y a plusieurs points d'attention en la matière, notamment au niveau de la copropriété des titres, la possibilité de donner des licences sur les marques et enfin la possibilité d'étendre la protection de ces marques à l'étranger. S'agissant dans un premier temps de la distinctivité des titres, on a plusieurs affaires en la matière, souvent qui ont des décisions qui ne vont pas dans le même sens. Par exemple, un arrêt très récent de l'EIPO en 2020 concernant le logo Batman. Le logo a été jugé distinctif, malgré le fait que ce logo soit très très connu du public, cet élément-là ne pouvant constituer un élément d'absence de distinctivité du logo. Par contre, on a une décision qui va dans le sens contraire, c'est l'affaire Pinocchio, toujours de l'EIPO de 2017. Ici, la marque a été déclarée comme dépourvue de caractère distinctif pour des figurines et des peluches. La motivation de l'Office repose sur le fait que le nom Pinocchio étant issu de la littérature et faisant référence à un personnage largement connu du public, et
et qui a donné lieu aussi à de nombreuses adaptations littéraires et audiovisuelles, à tel point que ce personnage est entré dans le langage courant et du coup ne pouvait pas constituer une marque distinctive. Enfin, on a aussi l'affaire de Jungle Book. Le IPO, là encore, comme pour l'affaire Pinocchio et pour les mêmes raisons, a rejeté la distinctivité de la marque pour des DVD et autres enregistrements. Donc pour continuer sur la protection par les droits des marques, les marques qui correspondent à des titres d'émissions télévisées sont désormais souvent enregistrées par le producteur et par le diffuseur, donc la chaîne de télévision. La marque, elle est ainsi déposée en copropriété. En l'absence de contrat de copropriété, c'est le régime de l'indivision qui va s'appliquer et qui pourra poser quelques soucis. Donc dans ces cas-là, on recommande toujours vivement d'organiser cette copropriété par un contrat pour déterminer notamment qui peut ou doit renouveler la marque, qui va engager les frais pour cela, etc. Il se peut également que la marque de base ait été enregistrée par le producteur uniquement, puis fasse l'objet d'une cession partielle au bénéfice du diffuseur. Dans ce cas-là, il va falloir faire un contrat de cession partielle qui, là encore, va organiser la copropriété de la marque. Donc là, juste un petit mot là-dessus, ça c'est vraiment très très important. Merci Lisa de soulever ce point, hein, parce que par le passé, en fait, c'était souvent les chaînes, lorsque c'était les chaînes de télé qui déposaient en pleine propriété. Aujourd'hui, depuis 15-20 ans hein, quand même, hein, souvent c'est effectivement la société de prod qui va déposer en son nom, et puis la chaîne qui va dire bah, moi je veux un morceau de la propriété. Et c'est là que Lisa a raison de dire qu'il faut absolument régler cette situation parce que sinon vous vous retrouvez dans l'indivision du code civil. Ça veut dire que rien ne peut être fait sans accord total des indivisaires. Et ça, c'est absolument catastrophique comme situation. Donc, c'est très, très, très important de prévoir par un contrat. Et puis, ça peut même figer, comme disait Lisa, le renouvellement de la marque et donc le maintien du droit de la marque. Voilà. Et puis, il y a d'autres formalités. Lisa, je vous laisse expliquer. Oui, tous ces contrats, pour être concernés, donc pour une marque française, ce sera à l'INPI, et d'un enregistrement fiscal. Cet enregistrement fiscal, il va donner lieu à un paiement d'une taxe qui va, selon les cas qui sont un peu différents, soit donner lieu à un droit fixe, soit un droit proportionnel en fonction du montant de la licence ou de la cession. Alors, juste un petit mot. Donc ça, cette question de titre, c'est très important. Hein. C'est quelque chose dont il faut vraiment que vous ayez à l'esprit. Protéger le titre de l'œuvre, hein, que ce soit un film, que ce soit une série, au nom de qui? Et avant de protéger, savoir si c'est disponible aussi, faire une recherche d'antériorité, voir si on a les droits sur le titre. Et après, régler la vie du titre par une cession partielle et l'inscription, comme disait Lisa, impérative à l'INPI, sinon elle n'est pas opposable au tiers, elle reste inter partes entre les deux signataires du contrat. Donc, on va avoir maintenant le contrat de licence de marque. Donc, un contrat de licence, ça va correspondre à un contrat par lequel le titulaire de la marque accorde à un tiers le droit d'exploiter celle-ci. Dans notre cas, le plus souvent, ça va être pour la fabrication et la commercialisation de produits dérivés, donc des petits goodies, des vêtements, en fonction de la série, du film ou de l'émission de télé. La rédaction d'un contrat de licence, elle est très, très importante. Elle doit comprendre plusieurs mentions indispensables, comme le détail de chaque marque et tous les usages qui peuvent en être faits par le licencié. C'est vraiment très important de les détailler. Ensuite, on a l'étendue territoriale de la licence, le caractère personnel, l'obligation de non-concurrence, aussi l'organisation de la défense de la marque et la possibilité évidemment de résilier le contrat et d'organiser aussi les conditions de la fin du contrat. Lorsqu'on a affaire à un programme, donc une série ou autre, et que celui-ci est diffusé à l'étranger, il va être nécessaire d'envisager le dépôt du titre, à titre de marque, dans les pays de diffusion. Donc que ce soit dans sa version originale ou dans sa version traduite, puisque le titre peut être traduit dans des pays non francophones. En toute hypothèse, il est conseillé d'étendre la protection de la marque, peu importe l'étendue de l'exploitation, dans tous les pays vraiment où elle est exploitée et où le titre va être diffusé. Il y a 3 options qui sont possibles. Il va être possible de déposer une marque pays par pays, notamment quand on a affaire à des traductions, déposer une marque de l'Union européenne pour une diffusion dans tous les pays de l'Union, ou alors procéder au dépôt d'une marque internationale en choisissant les pays souhaités.
On va maintenant voir des cas de contrefaçon et les conditions de preuve d'une contrefaçon en matière de titres de programme. La première affaire, c'est l'affaire Casa de Papel. Donc Netflix n'avait pas encore déposé le nom de la série à titre de marque, et un tiers en a profité pour déposer cette marque en France. Donc la Casa de Papel, en classe 16, 18, 25, donc les vêtements, les produits d'imprimerie, etc. Et Netflix a formé opposition sur la base de sa marque notoire non déposée. Et il a obtenu gain de cause. Ensuite, on a une autre affaire, c'est l'affaire Peaky Blinders. C'est un recours de la part du producteur de la série devant le IPO. Le IPO a considéré ici qu'un dépôt de marque Peaky Blinders, déposé par un tiers pour des vêtements, avait été déposé en fraude des droits de la société de production. Cette décision elle est intervenue après que la société de production ait démontré la large connaissance de la série par le public à la date de dépôt de la marque tiers, et le fait que les déposants avaient nécessairement connaissance de la réputation de la série au jour du dépôt. Et enfin, encore une autre affaire, c'est l'affaire Coucou, c'est nous, un peu plus ancienne de 96. La société Coyote Conseil, donc société de production, avait adopté notamment comme titre d'émission l'expression Coucou, c'est nous. Coucou, c'est nous, c'était aussi une marque déposée précédemment par un tiers pour désigner des articles textiles et aussi, très important, des jeux et des jouets. La Cour d'appel ici, elle a été saisie d'une action en contrefaçon par le titulaire de la marque, et elle a tranché le débat en reconnaissant des actes de contrefaçon réalisés par la société Coyote Conseil, en raison du fait que le téléspectateur non averti pouvait attribuer, de par la nature et la destination des produits et services similaires, donc les jeux et jouets, une origine commune, d'une part à l'émission de télévision et d'autre part aux articles textiles et jeux jouets de la marque tiers. Donc, on a des armes quand même contre la contrefaçon, notamment en ligne. On peut demander d'une part le retrait d'un contenu illicite, au titre notamment de la responsabilité de l'éditeur du contenu et de la responsabilité des exploitants des plateformes en ligne ou hébergeurs. On a plusieurs décisions ici. Dans tous les cas, c'était notamment pour celle de YouTube, Elsevier contre Ciando AG. C'est un groupe éditorial en fait, qui a poursuivi la société Ciando à propos de son exploitation de la plateforme d'hébergement qui s'appelait Uploaded, au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs sans autorisation de différents ouvrages dont le groupe détenait des droits exclusifs. On peut également demander le blocage d'un site portant atteinte aux droits d'auteur. C'est notamment le cas du fameux site de Pirate Bay, donc ce site spécialisé dans le torrent. C'était ici une fondation qui avait formé un recours contre des fournisseurs d'accès demandant de bloquer les noms de domaine et adresses IP de ce site de partage. Donc pour tout ce qui est stratégie marque, il y a plusieurs points importants. Tout d'abord, il faut déposer la marque dès la genèse du projet. Ça va permettre d'éviter des dépôts frauduleux, comme on a vu précédemment, et ça permet de se défendre. On a 5 ans pour exploiter la marque, donc vraiment, il faut déposer le plus rapidement possible. Ensuite, il faut choisir ses batailles, c'est-à-dire des territoires limités, mais à l'exploitation, etc. C'est également un droit de priorité qui nous est donné pour étendre la marque internationale. Ensuite, il faut penser global et aussi digital avec la protection des noms de domaine au moment du dépôt de la marque. Là aussi, toujours en même temps et dès le début du projet. On va recommander donc parmi les marques et parmi les noms de domaine. Et on recommande également de se faire assister d'un conseil, ce qui permet d'optimiser. Donc, pourquoi miser sur les marques? Tout d'abord, elle n'est pas du tout négligeable. Ensuite, elle est renouvelable indéfiniment de 10 ans. Elle constitue vraiment un pilier dans une stratégie marketing commerciale. Vraiment, c'est un pilier très, très fort. Ça permet des investissements réalisés pour le lancement d'un produit et service, d'une émission, d'une série, etc. C'est un requis dans certains pays, notamment en ligne. Et enfin, elle permet de faciliter également de plaintes UDRP, donc concernant les noms de domaine qu'on verra par la suite. On va voir rapidement les types de marques qu'on peut protéger. Donc, comme vous savez, la marque verbale, ici Google, elle est composée uniquement de lettres, de chiffres. Il y a la marque figurative, donc ici, c'est exclusivement des éléments graphiques. Il y a les marques figuratives qui sont un mélange en fait entre les marques verbales et figuratives. Et enfin, il y a ici, on va voir les nouveaux types de
Une grande partie des demandes de marques dites non traditionnelles sont pour le moment refusées par le IPO. Donc, on constate quand même de plus en plus de flexibilité à ce niveau-là. On a notamment… Donc là, la première, en fait, elle va détailler tous les mouvements c'est une succession de tous les mouvements. On a les marques multimédia qui sont un mélange de son et de, comme on a pu le voir. Et enfin, la marque hologramme qui est composée d'éléments holographiques. Enfin, la marque très importante pour pouvoir se défendre sur Internet plus facilement, notamment les cas de cybersquatting, de phishing, qui peuvent causer vraiment des dommages importants, ou aussi les cas de faux sites Internet, ou alors les faux comptes sur les réseaux sociaux, donc des comptes qui sont assez pouvaient. Voilà. Elle permet également de se protéger dans les recherches, de pouvoir bénéficier éventuellement de périodes d'enregistrement prioritaires pour des nouvelles extensions GTLD de nom de domaine. Et enfin, d'avoir accès à des procédures extrajudiciaires en matière de nom de domaine, notamment l'UDR, en cas d'atteinte à la marque par un nom de domaine. Merci Lisa. Donc on parlait marque, on parlait droit d'auteur, on a un peu abordé, effleuré le sujet. Et aujourd'hui, pour se protéger sa propriété, il faut impérativement inclure la notion, la connotation de l'Internet. Donc déjà, il faut enregistrer son nom de domaine. Donc Lisa nous en a parlé. À côté des marques, on conseille d'enregistrer des domaines qui correspondent. Alors si c'est une série française, .com, c'est déjà pas mal. Après, ça peut être aussi du sens, un point film. Donc ça c'est vraiment d'un point de vue marketing, enregistrer les domaines qui sont nécessaires et aussi d'un point de vue juridique, enregistrer les domaines qu'on considère à risque parce qu'il y a beaucoup d'atteintes, comme disait Lisa, de cybersquatting, donc de dépôt frauduleux de nom de domaine. Donc aujourd'hui, en fait, si on regarde sur la situation sur Internet, qui est très complexe et très dure. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois des fraudes sur Internet qui sont plus complexes et plus… Le RGPD, donc pour la protection des données personnelles, le règlement européen, ne connaît plus le titulaire du nom de domaine. Dans ces fiches WIS qui nous permettent de savoir qui est le titulaire, il n'y a plus les données. Et en même temps, on a un corpus de lois et de règlements qui impose aux sociétés plus de contraintes juridiques. Donc, si on regarde un peu les atteintes sans rentrer dans le détail, mais vous en avez sûrement été déjà victime, le phishing, on essaie de récupérer vos données, carte bleue, etc. Usurpation d'identité. Qui sont juste avec des serveurs, donc des serveurs qui permettent d'envoyer des campagnes d'emailing. Donc ça, on voit des fausses campagnes d'email, des faux sites naturellement. La fraude au président, se faire passer pour quelqu'un qui fait partie de l'entreprise et pour escroquer ou escroquer une personne. Donc, gérer sa marque sur Internet, c'est pas seulement la renouveler, c'est vraiment avoir une stratégie. C'est-à-dire qu'il faut les besoins en domaine, il faut évaluer les risques. Et en fait, si on met en place une préventive, elle est toujours gagnante parce que, on le dit facilement, il vaut mieux prévenir. Et on arrive à limiter les coûts des actions en mettant en place une bonne stratégie, à la fois sur la politique d'enregistrement des noms de domaine et sur la défense. Et de même pour les réseaux sociaux. Donc, pour faire une stratégie, il faut connaître les risques. Donc, pour connaître les risques, il faut faire un audit. On conseille de faire un audit qui comprend une recherche d'antériorité. Comme on fait pour les marques, on fait une recherche sur les identifiants des réseaux sociaux et on va obtenir une photographie. Ceux qui peuvent être légitimes parce que vous pouvez avoir des gens dans votre société qui ont déposé à un moment des noms de domaine ou des usernames de réseaux sociaux qui ont quitté la société, vous n'en avez pas forcément connaissance. Ça permet de tout remettre carré et en même temps de voir les enregistrements qui ne sont pas légitimes.
Ces recherches, on les fait sur les noms de domaine, sur les marques, les dénominations sociales, etc. Et on peut aussi faire des surveillances en douane lorsqu'il y a des produits dérivés pour arrêter les contrôles directement à la source avant qu'ils entrent sur le territoire français. Donc la stratégie de nom de domaine, elle doit tenir compte en fait des risques qui sont inhérents à chaque nom, qui sont un peu différents, et pour éviter aussi les pertes en chiffre d'affaires, les pertes business. Donc, pour éviter les pertes business, très intéressant, si on regarde les statistiques, on voit que la perte directe qui est due au piratage et à la contrefaçon, elle représente presque 7,5% des ventes annuelles en Europe. Ça a vraiment un impact parce que le consommateur, et on voit que sur la marque. Et ils vont chercher des alternatives pour plus de presque 33%. Donc, ça veut dire que si vous ne vendez pas votre marque sur Internet, vous risquez vraiment une perte. Et le consommateur va se détourner, l'internaute va se détourner de votre site marchand. Et avec le bad buzz qui se plaignent dans les réseaux sociaux. Donc, comme sur Internet, et ça c'est surtout sur les réseaux sociaux, il faut faire la balance entre je défends mon actif propriété intellectuelle et je fais du bad buzz, je nuis parce que ça va faire du bruit autour et les internautes vont réagir de façon négative. Et donc, ça peut avoir un effet contre-productif. Donc, nous, on fait toujours extrêmement attention à mettre en place la bonne solution et mettre le curseur au bon niveau pour éviter un retour de bâton qui peut facilement être évité lorsqu'on a l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait au niveau Internet? On peut faire des études techniques sur une situation, voire identifier la source. On peut envisager, donc déjà, comme je vous disais, qui est titulaire des noms de domaine, mais il y a des procédures qui permettent d'avoir la divulgation, de demander l'identité d'un titulaire de nom. Donc, on peut faire ces opérations. Tenter d'obtenir le transfert d'un nom de domaine ou son annulation. On peut aussi désactiver aussi des noms de domaine lorsque les serveurs mail MX pour éviter des campagnes de emailing qui peuvent être extrêmement fâcheuses, et puis désactiver aussi des pages sur les réseaux sociaux parce qu'elles nuisent à l'image de la société. Et on a aussi tout un panel de procédures, soit alternatives de résolution du conflit, soit judiciaires pour obtenir le transfert des noms de domaine. Alors maintenant, on va voir les questions qui nous sont fréquemment posées. Si on s'intéresse aux droits d'auteur, il y a une question qui revient, c'est si on souhaite poster une photo sur les réseaux sociaux, quelles sont les précautions que l'on va devoir prendre? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que les réseaux sociaux, on accepte lié aux conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, au réseau pour utiliser de façon même indéfinie dire que, imaginons que j'ai une photo avec un mannequin, un acteur, une photo avec un acteur, et que l'acteur m'a donné une autorisation d'utiliser sa photo, mais uniquement déterminée, par exemple, de 2 ans. Là, je prends un vrai risque, puisqu'en fait, je ne pourrais pas maîtriser l'utilisation de la photo au-delà des 2 ans dans le réseau social. Si on est sur un site Internet, c'est différent. Mais dans le réseau social, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on poste parce qu'une fois que c'est posté, on ne maîtrise plus du tout comment ça va circuler. J'ai aussi une question pour vous, Nathalie. Ma série française a eu beaucoup de succès à l'étranger et le titre est traduit dans chaque pays. Comment puis-je le protéger? Alors ça, c'est
très intéressante parce qu'en fait, on l'a eu plusieurs fois, mais en plus très récemment. Lorsqu'on fait une stratégie de dépôt de marque, comment on fait? On dépose d'abord une marque de base. Alors, si on est une société française, déposer en France. Donc, le dépôt de base. À partir de ce dépôt, on a plusieurs possibilités techniques pour, comme l'a dit Lisa, la marque de l'Union européenne qui va viser tous les pays de l'Union européenne, à l'exception bientôt qui ne fera plus partie de l'Union européenne, du Royaume-Uni. Et on a un système international, mais qui n'a que son nom, parce qu'en fait, elle permet de désigner différents pays et de limiter en fait les coûts de dépôt. Mais tout ça, tout est lié au dépôt de base. Donc, si je dépose en français, je ne pourrai l'étendre en revendiquant les droits de base que dans la langue française. Donc, si ma société à l'étranger, je vais réfléchir. Est-ce que c'est une part business importante? Est-ce que le titre est important lorsqu'il est traduit? Est-ce que dans ce pays, on utilise le titre en français et aussi dans une autre langue? On n'utilise que dans l'autre langue. Et dans ce cas-là, c'est important de déposer la marque dans cette langue étrangère, dans le pays. Enfin, une dernière question, c'est connaître la différence entre ces différents symboles, ce R que vous voyez, ce TM et ce petit c. Voilà, ça c'est ce qu'on a souvent parce qu'en fait, beaucoup de nos clients nous disent « oui, moi je dépose une marque, je mets le petit R, je dépose le R ». Alors, donc, c'est un sujet qui est finalement très complexe. Et le petit R et le TM, c'est pour les marques. Ce sont en fait des symboles américains. R, c'est Registered Circle, et le TM veut dire en fait que c'est une marque non enregistrée, mais protégée. Ce que nous, en France, si vous ne posez pas la marque et vous n'obtenez pas son enregistrement, vous n'avez pas de droit. Donc là, en France, on ne fera pas de différence. Vous pouvez utiliser soit le R, soit le TM, sachant que le R est plus reconnu, les gens voient mieux que c'est un signe enregistré. Mais vous allez pouvoir l'utiliser uniquement, ce n'est pas obligatoire, et vous allez l'utiliser que si votre marque est vraiment enregistrée. Sinon, vous trompez le consommateur ou l'internaute ou le public en faisant croire que vous avez des droits de marque. Donc, après, c'est une question de marketing. Il n'y a pas d'obligation à mettre le petit R ou pas. Aux États-Unis, vous faites mention, une présomption de connaissance et si vous pouvez gagner jusqu'à 3 fois le montant des dommages et intérêts escomptés. Le copyright, ça c'est ce qu'on utilise dans les livres, etc. Comme ici, en matière de production audiovisuelle, on peut protéger énormément de choses. Et de façon générale, en France, comme nous disait, on est un pays extrêmement protecteur des droits d'auteur. Et il n'y a pas de niveau pour être protégé. C'est l'originalité, mais c'est le juge qui décide si une œuvre est originale ou non. Donc, vous avez quelque chose de très arbitraire. Ce que vous n'avez pas en matière de propriété, de droit des marques, vous avez une présomption de propriété parce que vous avez un titre. Ce que vous n'avez pas en matière de dessin et modèle, un titre de propriété. Donc, le copyright, et on met généralement la date à laquelle a été créée l'œuvre, pour signifier qu'il y a un droit sur l'œuvre. Il faut savoir que ce droit d'auteur, vous annoncez qu'il y a un droit d'auteur, mais en contestation, ce sera devant les tribunaux et c'est le juge qui va dire oui, il y a un droit ou non. Voilà, je pense qu'on est fin de ce webinaire. On vous remercie beaucoup et puis merci pour votre participation active et pour votre intérêt.